Donc bonjour à toutes et tous. Sébastien Laguet, je suis donc de l'Office national des forêts. J'aurais dû présenter ça avec Benoît Pisanu du Muséum de Paris, qui travaille avec Pierre aussi. Il n'est pas là, donc je vais essayer de me débrouiller tout seul. Et juste avant de commencer, je voudrais évidemment remercier tous les collègues qui participent au relevé qu'on fait dans ce programme de surveillance de la biodiversité qui concerne les micro-mammifères en forêt publique, sans qui évidemment j'aurais rien à vous proposer. Donc voilà, je vais vous présenter le suivi à long terme des micro-mammifères en forêt exploitée versus réserve biologique qu'on mène depuis 4 ans. Et donc mon intervention va s'articuler de la manière suivante: une petite introduction, un matériel et méthode, de petits résultats, une discussion et puis une conclusion. Donc, ce programme est financé par le ministère en charge de l'environnement, que je remercie évidemment, puisqu'il nous paye notre travail depuis 4 ans. Je remercie également Georges Klünster de l'INRAE de Grenoble, avec qui on travaille sur un point particulier de ce suivi. Et puis évidemment la SFEPM, à 2 titres. Déjà parce qu'ils m'ont invité, mais aussi parce qu'ils nous forment tous les ans donc, avec les collègues pour pouvoir avoir les habilitations à la capture des micro-mammifères, et aussi parce qu'ils nous permettent de valoriser nos quelques cadavres dans le cadre de la recherche sur les espèces cryptiques dont on vous a parlé tout à l'heure et dont je ne reviendrai pas, qui sont envoyées dans toutes les structures dont vous avez à l'écran. Alors c'est vrai que les micro-mammifères et ceux qui nous concernent en particulier en forêt aujourd'hui, ils ne sont pas inscrits au programme Biodiversa Plus de l'Union européenne, pas plus que dans la mesure 36 de la stratégie nationale biodiversité. Enfin, en tout cas, comme vous, nous on s'y intéresse depuis quelques années, et donc simplement pour que ce soit clair pour tout le monde, mais je pense que ça l'est déjà, quand je parlerai de micro-mammifères, il s'agira en ce qui me concerne de petits mammifères terrestres non volants qui font moins de 100 grammes, qu'on peut trouver donc en forêt, qu'il s'agisse des eulipotifles, les ex-musaraignes ou alors les rongeurs, mulots, campagnols et glirridés. Donc la communauté de micro-mammifères en forêt, c'est vrai, certes, consomme des graines et des fruits forestiers. C'est vrai, occasionne parfois des dégâts aux jeunes arbres et aux plantules qui devraient nous servir pour régénérer nos peuplements. Mais malgré tout, aussi et surtout, sont de très bons améliorateurs de la structure des sols, hein, notamment grâce à leurs galeries qui aèrent et drainent les sols forestiers, mais aussi grâce à leurs fesses permettent d'améliorer un petit peu la composition de ces sols. Ce sont aussi de très bons disperseurs de graines, alors évidemment en fonction des espèces qu'ils aiment manger, et parfois même ils nous les mettent en super condition, ils les planquent, ils les mettent en super condition pour qu'elles puissent germer, évidemment à condition qu'ils n'y pensent plus et qu'ils les laissent là tranquilles un moment. Donc ce sont vraisemblablement des influenceurs de la diversité floristique et flongique locale, et en tout cas une communauté irremplaçable pour la biodiversité forestière, et notamment parce qu'ils sont à la base de la chaîne alimentaire. Alors si ces espèces sont assez bien suivies en Europe du Nord et en Europe centrale au vu des publications scientifiques, c'est vrai qu'on n'a pas l'équivalent en France. Et en ce qui nous concerne, on aimerait bien connaître et suivre à long terme les tendances d'évolution des guildes de micro-mammifères présentes dans des forêts représentatives de la composition des forêts métropolitaines publiques françaises. Et donc en fonction notamment des régions biogéographiques, mais surtout des essences d'arbres qui les composent, des fructifications, de la pression de leurs concurrents, notamment les herbivores, de leur cohorte de prédateurs, évidemment de nos pratiques sylvicoles, en lien évidemment aussi avec le réchauffement climatique. Et donc pour documenter tout cela, nous inventorions chaque année, selon un même protocole national standardisé, une modalité dans un site qui est exploité, et une modalité témoin
semblable au moins au départ, dans un site qui est en zone de protection forte, à savoir une réserve biologique ou un niveau de sénescence, et évidemment dans une série qu'on espère temporelle, une série temporelle qu'on espère la plus longue possible. Et donc en vue d'obtenir une surveillance taxonomique, quelles sont les espèces ou groupes d'espèces qu'on y trouve année après année, et puis comment leurs abondances vont évoluer au fil du temps. Mais, en plus de ça, on s'interroge sur une surveillance plus fonctionnelle. Quels sont les effets de nos pratiques sylvicoles, par exemple? Comment l'écosystème forestier va-t-il s'adapter au réchauffement climatique rapide? Et ça, on va essayer de le lier avec des suivis complémentaires parallèles, donc sur nos modalités de gestion, sur les prédateurs présents, sur les ongulés, sur les fructifications en lien avec la régénération forestière qui nous intéresse au premier lieu en ce moment, avec le dépérissement généralisé de nos forêts. Et le tout, on s'en doute bien, potentiellement impacté par des perturbations naturelles qui vont devenir de moins en moins rares. Donc le dépérissement, je viens de le dire, les tempêtes, les incendies, etc. Et donc l'objectif, c'est de constituer un référentiel national forestier pour ce maillon fondamental de la biodiversité forestière. Donc pour tout ça, on utilise du matériel de capture composé de pièges INRA avec dortoirs en bois, appâté de façon homogène avec graines de tournesol, morceaux de carottes, morceaux de pommes, verres de varine. On pose donc 64 pièges sur chacun de nos quadras qui constituent chacune de nos modalités, donc un quadrat en exploité, un quadrat, vous aurez compris, en non exploité. Donc 8 x 8 pièges espacés de 5 mètres, que voilà ici en jaune. On installe le dispositif le lundi matin, on le relève chaque matin, tôt, voire matin et soir, et on enlève le dispositif le vendredi matin après le relevé des pièges. Et donc, chaque année, on se remet exactement aux mêmes endroits que l'année précédente. Chaque piège fermé fait l'objet d'une saisie, même si c'est une limace, même si c'est rien. Et si c'est un micromammifère, on essaie d'identifier l'espèce. Alors évidemment, pour les espèces cryptiques, on a le droit d'hésiter entre plusieurs. On mesure le poids, on détermine le sexe, la classe d'âge, l'état sexuel, et on note l'état de l'animal au moment du relâcher. Alors, je ne vais pas vous montrer les cartes de toutes les années précédentes, mais voici les sites inventoriés ces 3 dernières années, avec pour commencer donc, les sites de 2022. Donc chaque rond, c'est 2 quadras, le quadrat en exploité, le quadrat en géré. Donc vous avez les ronds roses qui sont les peuplements feuillus, selon la nomenclature IGN-IFN, et qui sont donc composés de plus de 75% de feuillus. Les ronds jaunes qui sont des peuplements mixtes, composés entre 25 et 74% de feuillus. Les ronds verts qui sont des peuplements résineux, composés de moins de 24% de feuillus. Et les carrés, donc il y a 2 sites dans les Alpes du Nord et dans le massif du Jura, qui sont donc la forêt de Noirmont à Mout et de Saint-Hugon vers Alvar-les-Bains en Isère, qu'on suit depuis 2016 sur un autre programme avec l'INRAE, qui est un programme Biodiversité et Gestion forestière. Donc voilà les sites qu'on a inventoriés en 2023, voilà ceux qu'on a inventoriés en 2024, et voilà un petit graphique qui montre la répartition de notre effort d'échantillonnage par rapport à la composition officielle de la forêt française éditée par l'IFN. On voit qu'on n'est pas trop mal, on a peut-être un petit peu trop de forêt mixte et un tout petit peu moins de forêt feuillue qu'il faudrait, mais on n'est pas trop mal sur le fond. Pour ceux qui étaient là aux dernières rencontres, je ne vais pas avoir le temps de faire une petite interro, mais j'aurais bien voulu qu'il y en ait qui me racontent et qui me disent quelle était la formule de la méthode de calcul d'abondance qu'on utilise. Donc, à savoir que nos résultats doivent nous permettre de comparer les abondances d'espèces ou groupes d'espèces pour 108 pièges donc, au fil des années, des sites et des modalités. Et nous, on utilise la formule d'abondance de Fitzgerald, qui a la particularité de prendre en compte le fait que certains pièges soient fermés et ne puissent pas permettre aux micromammes d'y rentrer. Et en tout cas, avec le travail qu'avait publié Castaneda et al. En 2018, on peut aussi se dire que notre approche permet d'estimer des abondances relatives probablement assez proches des densités, sans avoir à marquer les individus et en les manipulant en tout cas moins longuement.
Donc, François, je ne vais pas présenter le même truc au mois de novembre. Ben m'a tiré l'oreille, il m'a dit « tu te démerdes, il faut qu'on fasse quelque chose ». Donc, jeudi soir, on a terminé une petite analyse rapide, donc aidé par R et un package de modèles linéaires généralisés. Voilà, on a voulu tester l'effet combiné de la variation des abondances moyennes des groupes taxonomiques qu'on avait dans nos quadras, en fonction donc des familles de micromâmes, c'est-à-dire les arvicolinés, donc campagnols roussâtres et microtus, les murinés, avec tous les mulots, pardon, les eulipotifles, toutes les musaraignes, et les glirridés, loirs et léraux, puisqu'on n'a jamais chopé de muscade. En même temps, de la composition forestière, donc je viens de vous en parler juste avant, et des modes de gestion, vous aurez compris, exploités, non exploités, avec donc des effets aléatoires additifs sur les années, les massifs forestiers. Là, ça va être chaud, et les genres de micromâmes, tout avec famille poisson et négative binomiale comme ajustement. Donc voilà un petit graphique, simplement pour vous montrer que le min, c'est l'abondance moyenne de Fitzgerald pour 108 pièges. Vous avez chacune des colonnes qui représentent le type de composition. Vous avez en dessous les familles, arvicolinés, eulipotifles, glirridés et murinés. Et puis vous avez le type de gestion exploité en rouge, non exploité en bleu, et donc les abondances moyennes et leurs écart-types pour chacune des modalités. Là, ce qu'on observe, c'est une grande variabilité des abondances selon les groupes taxonomiques. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'on n'a pas chopé beaucoup de glirridés, ce qui est un peu normal, étant donné que c'était pas non plus... enfin, on ne cherchait pas à les avoir spécifiquement. Donc dans le modèle, on a viré les glirridés. Et donc notre meilleur modèle est celui-ci, donc un modèle en N binomial avec un petit peu sous-dispersé, un 0,88, mais on est quand même dans la fourchette des 0,812 acceptables. Tous les effets aléatoires semblent significatifs, hein, et donc plus ou moins forts, et en ne retenant que les AIC, enfin que les modèles avec des AIC inférieurs à 2, on observe que un effet entre la composition et la famille, mais on observe comme ça en premier lieu pas d'effet de la gestion sur notre résultat. Donc je vous ai remis le même graphe sans les glirridés pour le discuter de manière un peu plus visuelle. Notez que donc, les rongeurs à gauche, arvicolinés, et à droite dans chaque carré sont plus abondants que les eulipotifles au centre, quelle que soit la composition et la gestion. Que les murinés à droite sont même plus nombreux partout. Mais aussi qu'il y a plus de campagnols, donc d'arvicolinés en composition résineuse ou mixte qu'en composition feuillue. Il semblerait même que pour les eulipotifles, ils soient plus abondants également en résineux qu'en feuillus ou qu'en peuplement mixte. Donc, les murinés abondants partout, bon, ça risque de ne pas être une surprise pour personne. Les arvicolinés, donc plus de campagnols en composition résineuse. Alors là, je voudrais simplement vous montrer la répartition entre les captures qu'on a pu faire en peuplement résineux entre les campagnols roussâtres en gris et les microtus en noir. Sachez seulement que les microtus, on les a tous attrapés sur un seul site. Donc l'année dernière, donc on a attrapé 203 sur les deux quadras, hein, sur un site qui s'appelle Mossuet-Joulx dans le sud du Massif central, et en fait qui est une pinède sylvestre incendiée pendant l'été 2022 et dans laquelle a repoussé beaucoup d'herbes. Et ici vous avez le quadra mis sous cloche. Voilà. En ce qui concerne les campagnols roussâtres, on a capturé 1100 campagnols roussâtres en résineux, dans des endroits où la strate herbacée était plutôt dense et diversifiée, de la fougère, de la ronce, de la myrtille, des graminées, et souvent avec un recouvrement majoritaire de mousse sur, en moyenne, au moins 60% de la surface. Comparé au peuplement feuillu, on a seulement capturé 220 campagnols roussâtres. La particularité, c'était que le recouvrement majoritaire de ces parcelles, c'était 50% par une couche épaisse de feuilles. Voilà, 50% de la surface recouverte par une couche épaisse de feuilles en moyenne. Les eulipotifles,
On en a attrapé plus en résineuse que je vous disais tout à l'heure, avec une tendance qui est fortement influencée par les Sorex, qui représentent 68 captures pour seulement 10 crocidures, donc probablement un effet altitudinal avec les Sorex qui seraient plus thermophiles, ou alors un effet sur plutôt microtopographique, ou alors comme là vous avez ici un triangle des textures, donc c'est à Saint-Hugon, donc des textures sur nos quadras qui sont plutôt limono-sableuses, un petit peu profonde, jusqu'à à peu près un peu plus de 50 cm, comparé par exemple avec celle de Noirmont, qui est une texture plutôt limoneuse et qui va pas très profond. Donc pas de certitude en tout cas pour le moment, des explications qu'on essaye de faire avancer et qu'on n'aura pas forcément pour répondre à toutes vos interrogations. En tout cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est de compléter notre plan d'échantillonnage avec tous ces sites-là à l'avenir, et en particulier des sites dans les Alpes du Sud qu'il nous faut encore trouver. Et puis, enfin, ce qu'on pense, c'est que les espèces les plus thermophiles ou les plus plastiques pourraient bien profiter des hausses de température, et voici une de nos hypothèses en tout cas. Le réchauffement climatique, en augmentant les températures au printemps, risque de générer moins de gelées tardives, et dans le cas où évidemment les précipitations resteraient bien réparties, alors ce qui n'est pas gagné d'avance, hein, mais voilà, on pourrait imaginer des fructifications bien plus importantes. Et peut-être même avec une meilleure régularité interannuelle. Est-ce que ça mettra fin à leur cyclicité? On n'en sait rien, mais si jamais c'était le cas, évidemment, ça mettrait fin aussi à l'effondrement des populations de micro-mammifères post-néfastes et le maintien de leur communauté à des densités relativement élevées. Et ce qui pourrait générer probablement des dégâts sur les graines, hein, ils en mangeraient probablement un peu plus, peut-être même un peu plus de plantules aussi, et du coup mettre à mal un peu notre régénération, sauf si par exemple des populations de prédateurs se maintenaient. Et c'est justement l'objet de suivi parallèle qu'on fait, par exemple avec les petites chouettes de montagne, là où en mesurant des abondances un peu partout en France au travers d'un protocole de suivi national des petites chouettes de montagne sur site de référence, on peut essayer de coupler ces données avec les données d'abondance de micromânes qu'on pourrait avoir, voire plus récemment les suivis télémétriques sur des mâles de chouettes de Tegman, pardon, où là vous avez son domaine vital et justement des abondances mesurées sur un quadrat de micromètres. Voilà, en tout cas, notre protocole pourrait donc donner, on pense, des résultats. En tout cas, il est en train de monter en puissance en forêt, et il semble applicable partout ailleurs, et je pense pour ça qu'il serait peut-être bien qu'on essaye de travailler aussi dans les peuplements classés en danger dans la dernière liste rouge de l'UNICN, notamment les Mélésins. Donc le parc national des Écrins a demandé notre protocole, mais ça pourrait être le cas aussi dans des pinettes, dans des hêtraies, dans des sapinières du parc des Pyrénées, ou alors même dans de la hêtraie de montagne pour le groupe Tétravosges ou le parc naturel régional des Vosges, qui sont aussi intéressés par notre protocole. Mais aussi, pourquoi pas, mettre en œuvre ce protocole en parallèle sur des habitats non forestiers, pourquoi pas des habitats ouverts prairiaux ou des habitats supraforestiers. J'en termine en vous invitant à ne pas hésiter à participer aux 5e rencontres nationales, je m'excuse, je fais de la pub, du réseau Petites Chouettes de Montagne LPONF, qui aura lieu cet automne aux environs de Fort-Romeu, et dans lequel vous pourrez entre autres visionner ce film qui a été fait l'année dernière, Attention fragile, par Bruno Alès, et qui développe plus précisément tous les tenants et les aboutissants de notre travail sur ces programmes croisés entre micro-mammifères, fructification et prédateurs, donc les petites chouettes de montagne. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé. Bonjour. Concernant les succès de capture, est-ce que vous ne pensez pas qu'en résineux, vos pièges ont une attraction, enfin un intérêt trophique plus important que quand vous les mettez dans des feuillus? Première chose, donc qui fait que ça attire beaucoup plus d'animaux. Deuxième chose, vous n'avez pas beaucoup de l'iridés. Est-ce que c'est pas parce que les pièges sont au sol, tout simplement? La deuxième, on n'a pas non plus des appâts forcément qui sont faits pour les l'iridés. Ceux qu'on a chopés, c'est essentiellement du Loir et du Léraud. Donc jamais de muscardin, alors que sur des piégeages photo, donc on fait la même combine que ce que Pierre vient de vous montrer en parallèle aussi, et on en a déjà observé, donc ils ne rentrent simplement pas dans nos pièges. Ce qui n'est pas plus mal, hein, pour le coup. Et pour la première question, ouais, je sais pas. Je sais pas. Peut-être ça a un effet, mais ouais, je sais pas.
Oui, là j'avais une question ici, là, donc à gauche. La différence finalement n'a pas l'air très significative de taux de capture là, entre forêts gérées et non gérées pour les différents groupes taxonomiques. Mais finalement, est-ce que les forêts non gérées sont non gérées depuis suffisamment longtemps pour qu'elles soient différentes au niveau peuplement, tout ça, enfin habitat? Est-ce que, voilà, une des raisons, ça pourrait être ça aussi, c'est que finalement, il n'y a pas tellement de différence pour l'instant physionomique entre géré et non géré, quoi. Oui, bah, c'est complètement ça. Pour le moment, nos peuplements mis sous cloche sont relativement, entre guillemets, récents. Et du coup, peut-être qu'à cause de ça, on ne peut pas voir de différence. Ouais. Pas encore. Oui, j'ai une question par rapport à vos résultats là, qui sont extrêmement intéressants, très détaillés, enfin, me semble-t-il, scientifiquement bien établis. Comment vous les diffusez en interne à l'ONF? Il y a des publications, vous faites également des conférences à l'ONF. Comment vous partagez en fait les résultats que vous nous présentez aujourd'hui au sein de l'organisme, de cet organisme public, s'il vous plaît? Ben, ces résultats-là, on les a présentés, enfin pas tout à fait comme ça, puisque je vous ai dit qu'on venait de finir de faire les stats dessus, mais en tout cas on les présente très régulièrement. Et l'année dernière, par exemple, on a fait un colloque là, en fin d'année au Muséum, où on a présenté tout le programme de surveillance de la biodiversité terrestre que l'ONF voulait mettre en œuvre, et du coup dont font partie ces suivis. Et parallèlement à ça, je rédige des rapports tous les ans, aussi au ministère. Et là, on est en train de s'interroger sur justement comment essayer de mettre en relation nos résultats avec nos pratiques sylvicoles, mais pour lesquelles, pour le moment, on n'a encore pas assez de billes, en tout cas pour pouvoir affirmer les intérêts ou les problèmes que peuvent générer certaines de nos pratiques. Ça rejoint un petit peu la remarque. Je suis ici de Fabrice, je crois, c'est par rapport au niveau d'exploitation, parce que vous avez des trucs sur les différences, parce que une fois exploité, c'est quoi entre couper quelques arbres, une plantation d'IPCA? Est-ce que vous avez des choses là-dessus? Le degré d'exploitation, le niveau d'exploitation, l'intensité de l'exploitation. Ouais. Alors, l'intensité d'exploitation, bah, évidemment, elle va être assez différente selon si on est dans des peuplements qui sont traités de manière irrégulière ou si c'est dans des peuplements qui sont traités de manière régulière. Pour faire très simple, dans des peuplements traités de manière irrégulière, en général, on enlève une tige sur 10. Donc ce qui ne représente pas grand chose, et le peuplement, enfin paysagèrement, vous avez l'impression que c'est toujours la même chose qu'il y a devant vous, et du coup potentiellement moins de changements aussi pour les micromammifères. Dans les peuplements traités de manière régulière, que ce soit la futaie régulière comme on a l'habitude de la voir en plaine, ou alors des taillis, alors qu'on n'a pas dans notre plan d'échantillonnage, là il se peut qu'un jour on ait des coupes complètement, des coupes définitives où il n'y a plus que de la régénération à la place d'avoir des arbres, donc un peuplement tout bas à la place d'avoir des grands arbres, et auquel cas on observera sûrement des choses un peu différentes. Mais pour le moment, on n'a encore pas eu suffisamment d'exploitation dans nos quadras pour pouvoir mesurer l'effet de l'éclairement du sol, par exemple, ou du baisse d'intensité sur les micromammifères.